le bonheur, l'honneur, mais aussi le bonheur, d'accueillir une voix nationale au cœur du dialogue économique français, une parole tournée vers l'action et la responsabilité. Merci d'applaudir votre ami, notre ami Patrick Martin, président du MEDEF. Si vous me le permettez, avant de vous saluer toutes et toutes avec les égards qui vous sont dus, je voudrais dire à Christian, même si je n'ai pas suivi l'intégralité de ton intervention, mais j'ai eu l'occasion de le faire dans d'autres circonstances, toute mon admiration, mon respect. Je mesure à quel point ce que je vais vous dire maintenant, j'espère est important, mais est assez futile au regard de tout ce que tu viens de nous dire te dire que toutes ces belles valeurs que tu portes, alors c'est pas une valeur, mais d'expertise, de professionnalisme, et au-delà de ça, d'honneur, de fierté, de courage, c'est très inspirant. Et on doit souhaiter que ça inspire beaucoup plus de monde encore. Je te dis tout mon respect. Et puis sur un mode plus léger, on s'est vu tout à l'heure, vous signaler que nous avons été l'un et l'autre intronisés dans la confrérie des Poulardiers de Brest le même jour. Ça n'est pas rien. Bien, Madame la Préfète, Messieurs les députés, je ne sais pas, je crois que la vice-présidente de la région n'a pas pu venir, contrairement à ce qui était annoncé. Enfin, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est l'expression consacrée. Et puis surtout, en amitié, je vous redis combien je suis content d'intervenir devant vous. D'abord parce que je reste un enfant du pays. Moi, je rappelle que mon entreprise, j'espère, je suis convaincu qu'elle pourra fêter ses 200 ans dans maintenant 4 ans. Martin Belezou est native de Bourg, place des bons enfants, tout à fait à l'origine. Et donc, même si je suis un petit peu occupé par ailleurs, moi, je n'oublie jamais d'où je viens, j'espère qui je suis, et ce que je dois aux uns et aux autres, et à ce beau territoire dont j'essaie d'assurer à ma place relative la promotion à travers la France et le monde. Donc c'est un réel plaisir pour moi d'être devant vous ce soir. Et d'ailleurs, c'est un plaisir qui n'est pas aussi intense, hein, mais que j'éprouve à chaque fois que je me déplace auprès de nos adhérents. J'essaie de le faire en ces temps-ci encore plus que d'habitude, parce que c'est essentiel au regard d'une actualité sur laquelle je vais apporter quelques commentaires. C'est essentiel de rester en prise sur les réalités, et ça n'est pas par anti-parisianisme que je dis ça, évidemment, mais je le dis quand même, de ne pas se laisser embarquer dans cette hystérie politico-médiatique parisienne qui, à bien des égards et chaque jour un peu plus, s'installe dans un monde parallèle, à certains égards assez dangereux, en tout cas très préoccupant. Voilà, donc ça m'a valu, j'arrive de Marseille ce matin, je suis passé par Paris parce que le nouveau ministre du Travail, il faut avoir un logiciel qui s'actualise assez vite maintenant pour mémoriser les noms des ministres, à qui on souhaite une espérance de vie au propre, enfin physiologiquement et si je puis dire professionnellement la plus longue possible, encore que certains on aimerait parfois les voir disparaître. Donc le nouveau ministre du Travail, que je connaissais par ailleurs dans ses fonctions antérieures à la présidence de la SNCF, voulait me voir toutes affaires cessantes. Notre République, Madame la Préfète, il n'y a rien de péjoratif dans mon propos, mais vous ne pourrez pas commenter, mais je crains que vous partagiez cette analyse. Notre République a parfois des mœurs un peu étranges, c'est-à-dire que vous êtes très occupé, vous êtes au bout du monde, mais non, dans la nanoseconde, il faut que vous vous rendiez à une convocation sous forme d'invitation. Donc voilà, j'ai fait un détour par Paris, mais je suis là et très content donc d'être là. Donc j'ai déjà consommé 8 minutes de mes 20 minutes, hein, c'est ça. Il m'arrive d'être un peu bavard, mais surtout quand je suis content. Bon, que vous dire en essayant cette fois-ci d'être un petit peu synthétique, hein. D'abord, ma pleine conscience, mais j'aimerais tellement que vous me déjugiez
ma pleine conscience que quand même l'activité économique se contracte, avec des situations contrastées, bien sûr, d'un secteur à l'autre, d'un territoire à l'autre, mais enfin quand même. Et le MEDEF revendique ça d'ailleurs, donc il n'y a pas de raison que je ne le revendique pas en ma qualité de président du MEDEF, d'avoir des capteurs qui sont assez uniques, qui sont des capteurs en temps réel et avec une capillarité, une finesse que bien peu d'autres ont. Moi, je m'amuse de temps en temps, quand je discute avec l'excellent gouverneur de la Banque de France, je m'amuse en lui disant, bah, écoute, tous les chiffres que tu sors, et c'est normal le temps de les collationner, de les traiter, de les mettre en forme, au bout de 2 mois, nous, on les a en temps réel. Et donc, je ne crois pas beaucoup me tromper en disant qu'il y a une activité qui est sur le fil du rasoir et dans certains secteurs déjà très dégradés. Je pense évidemment au bâtiment, je pense à la sidérurgie, je pense à l'automobile, je pense à la chimie. Et puis, ce qui est presque plus préoccupant encore, des secteurs qui étaient sur de très bonnes dynamiques, qui dorénavant ralentissent beaucoup, ce qui sont des signaux très préoccupants et c'est un peu inquiétant quant à l'avenir. Je pense en particulier au numérique, dont le pipe, en bon français, de commande est en train de se vider. Je pense à la cosmétique, je pense au luxe, qui également étaient sur de très bonnes dynamiques et qui sont en train de ralentir. Alors, à chaque fois, une explication différente. Ça peut être les droits de douane américains, ça peut être le rouleau compresseur, beaucoup plus préoccupant que ce qui se passe avec les États-Unis, le rouleau compresseur chinois, quand on parle de sidérurgie, d'automobile, de chimie. Et je n'ai pas parlé de photovoltaïque. Il y a une offensive chinoise qui est extrêmement puissante et qui est d'autant plus puissante qu'elle s'est détournée des États-Unis, puisque vous le savez tous, les États-Unis ont pris des mesures de protection douanière extrêmement fortes. Donc tout ce qui allait vers les États-Unis se déverse dorénavant vers l'Europe. Je finis sur cette offensive chinoise, parce qu'on peut parler d'offensive. Ceux d'entre nous qui vont en Chine mesurent la puissance, le niveau technologique dorénavant supérieur à celui de l'Europe, de la Chine, mais surtout la volonté politique, stratégique des Chinois de s'emparer du monde. Alors de manière non belliqueuse jusque-là, et je pense que ça sera durable, mais de manière commerciale extrêmement virulente. Et ça touche y compris le commerce maintenant. Moi j'ai eu à ma demande le président mondial de Chine, vous savez, cette grande plateforme, place de marché, qui inonde le monde entier, donc dorénavant un peu moins les États-Unis, de produits, que ce soit textiles, jouets, habillement, j'ai parlé de textile, mais cosmétiques dorénavant. J'ai rencontré donc à 2 reprises le président, monsieur Donald Tang. Il faut se méfier des Donald en ce moment. Et je peux vous dire que ce monsieur, qui est très aimable, c'est un Chinois, donc il est presque obséquieux, il est très révérencieux, mais enfin il a une volonté farouche, et on voit bien que ça déstabilise, après avoir déstabilisé la sidérurgie, la chimie, je ne vais pas tout reprendre, mais dorénavant donc le commerce de détail non alimentaire, parce qu'ils n'ont pas encore réussi à nous livrer des légumes frais depuis la Chine, ça déstabilise des pans entiers de notre économie. Et quand je regarde le taux de vacances des locaux commerciaux, y compris de centre-ville, dans des agglomérations prospères, c'est assez effrayant de voir comme ce taux de vacances est en train d'augmenter. Donc on est confronté à cette concurrence internationale. On a autour de nous en Europe des pays qui se portent bien. On a, en tout cas moi je considère que l'Europe n'avance pas au rythme où elle devrait avancer, et en particulier ne met pas en œuvre le rapport Draghi, qui a plus d'1 an dorénavant, et qui pointe du doigt exactement les priorités, les enjeux auxquels l'Union européenne devrait faire face. J'ai dîné avec Madame von der Leyen il y a 2 mois. J'avoue que j'en suis sorti un peu désespéré parce qu'elle m'a paru résignée. Donc on a des choses à reprocher à l'Europe. Ça n'enlève rien au fait que si on n'était pas dans l'Europe, et si on n'avait pas l'euro, on serait dans une situation encore beaucoup plus préoccupante qu'elle n'est, et qu'à l'intérieur de l'Union européenne, nous avons des pays voisins qui se portent très bien. C'est dire que ce n'est pas l'Europe l'origine du problème. L'origine du problème, parce qu'il y a des problèmes, c'est la France. Je fais référence à l'Espagne, qui était en grande difficulté il y a quelques années encore. L'Espagne, cette année, vous le savez, aura un taux de croissance 4 fois supérieur à celui de la France. Le Portugal, qui était un pays en faillite, a dorénavant des excédents budgétaires et vient d'annoncer, son gouvernement, qu'ils allaient baisser les impôts et augmenter le SMIC, parce qu'ils ont les capacités financières et la dynamique économique qui leur permettent de faire ça. Quand vous regardez l'Italie, dont je ne pense pas que du bien, même si on a une excellente relation, le MEDEF, avec nos homologues de Cofindustria, l'Italie a réduit son déficit public de 7,2 à 3% du PIB en 2 ans. Je n'ai pas vu qu'en Italie, il y avait des émeutes, que ça tournait à la guerre civile, que c'était un bain de sang. C'est possible. Vous regardez la Pologne
Pologne est un peu plus loin, mais enfin la Pologne, ça n'a échappé à personne, est en première ligne par rapport à l'Ukraine. La Pologne consacre 5% de son PIB à son effort de défense. Le taux de croissance de la Pologne cette année va être 3,5 fois supérieur à celui de la France. Donc ça interpelle, ça interroge. Je dirais presque que ça provoque par rapport à la situation qu'on vit en France. Alors je vous rassure, je finirai sur une note positive. Mais enfin quand même, moi je considère, bien sûr en plein accord avec nos instances, notre bureau, notre conseil exécutif, ça me vaut de saluer mon ami Jean-Luc Ronichert, donc le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes qui siège ès-qualité à notre conseil exécutif. Tout ça ne se fait pas sur des coups de tête de Patrick Martin, c'est très concerté dans une maison, le MEDEF, qui, je l'affirme, je le revendique, a une expertise, un savoir-faire des équipes absolument unique. Bon, ça me vaut donc de monter au créneau parce que je pense que notre pays est en train de s'égarer. Notre pays est en train de s'égarer. Il y a une parenthèse mal conclue, mais quand même intéressante, quand à l'époque, Premier ministre François Bayrou a tambouriné, et il le fallait, sur l'état absolument critique de nos finances publiques. Là aussi, pardon de faire un peu de la revue de presse ou du commentaire de Café du Commerce, comme j'adore les cafés, autant y aller. On a dorénavant le déficit public le plus élevé d'Europe. Par voie de conséquence, on emprunte aux taux les plus élevés d'Europe, plus cher que la Grèce, plus cher que l'Italie, qui étaient les vilains petits canards de la couvée jusque-là. On a accumulé encore 70 milliards d'euros de dette publique sur le deuxième trimestre, et le chiffre du troisième trimestre sera pire. Et en regard, vous assistez, comme moi, à des débats publics qui sont assez déconcertants. Je me résume, il semblerait que personne ne soit conscient de l'état du monde, des problèmes essentiels, j'allais dire existentiels, de compétitivité qu'ont nos entreprises, de la capacité qu'ont nombre de pays à se ressaisir, avec systématiquement des pouvoirs publics qui sont en soutien de leurs entreprises. J'ai évoqué la stratégie chinoise, mais enfin, M. Trump, on peut en penser ce qu'on veut, il est en soutien total de son économie. Le gouvernement allemand, qui, je le rappelle, est une coalition entre des conservateurs, oui, mais des socialistes. Le gouvernement allemand a annoncé 46 milliards d'euros d'aide aux entreprises pour accélérer les investissements. Le même gouvernement, je le répète, conservateur et socialiste, vient de baisser le taux d'impôt sur les sociétés fédérales à 10%. Donc, on a une classe politique, j'en fais pas une généralité, il y a des gens formidables, et puis leur seul engagement est respectable. Il faut le vouloir, être élu politique. Mais enfin, il n'empêche, d'un côté, ne semble pas être conscient de cette brutalité, de cette violence de la guerre économique au niveau mondial, encore moins conscient de ce qui se passe dans tous les autres pays qui, je le redis, quel que soit leur bord politique, soutiennent leurs entreprises parce qu'eux, au moins, sont conscients que c'est par l'entreprise, c'est par l'activité économique que les pays peuvent s'en sortir, ne serait-ce que pour équilibrer les finances publiques. Et nous, on a ce spectacle assez incompréhensible, assez inquiétant, assez désolant. Donc, moi, je considère qu'en tant que, de loin, première organisation patronale française, parce qu'on porte 240 000 entreprises, par définition, de toute taille, dans tous les secteurs d'activité, moi, je me bats pour qu'on sorte de cette caricature tellement facile. Le MEDEF, le représentant des très grandes entreprises. Oui, les très grandes entreprises sont dans nos rangs, et heureusement. Enfin, le CAC 40, si mon arithmétique est encore à peu près convenable, 40, ce n'est pas 240 000. Vous êtes placé pour savoir qu'il y a beaucoup de TPE, il y a beaucoup de PME, il y a beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire dans nos rangs. Et donc, on a non seulement une légitimité, mais une nécessité, un impératif en quelque sorte, à essayer d'apporter de la lucidité, à essayer d'apporter de la rationalité dans les choix publics. Alors, je dois convenir que les derniers événements, de ce point de vue, sont assez vexants d'une certaine manière, parce que moi, je balaye devant ma porte, je me dis, ben, j'ai pas dû être très bon, parce qu'on nous annonce froidement pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui sont des raisons de pure tactique politique, avec des échéances de très court terme, qu'on nous annonce qu'on va revenir sur la réforme des retraites, qui est la pierre angulaire du rétablissement des finances publiques. Mais ça va même au-delà. J'insiste beaucoup sur ce point que tout le monde n'a pas en tête. La finalité ultime de cette réforme des retraites, c'est d'augmenter le taux d'emploi. D'augmenter le taux d'emploi, en l'occurrence chez les seniors. Le taux d'emploi, c'est le déterminant de la création de richesse dans un pays. Eh bien non, on fait marche arrière. On fait marche arrière, et mieux que ça, non seulement on remet en cause
la dernière réforme, celle de Madame Borne, mais on remet en cause, si ça vous a échappé, une réforme qui a été votée en 2013, la réforme dite Touraine, sur la durée de cotisation. Pardon d'être un peu technique, mais derrière tout ça, il y a des enjeux essentiels pour notre pays. Je rappelle au passage que la réforme dite Touraine, du nom de la ministre qui la portait, était une réforme socialiste. Donc les mêmes qui, à l'époque, ont proposé cette réforme courageuse, qui ont voté cette réforme courageuse, aujourd'hui viennent nous expliquer que c'est une atteinte infamante aux citoyens français. Eh bien, ce qui doit arriver va arriver. On va créer moins de richesses, on va encore déséquilibrer les finances publiques, et tout ça pour nous expliquer que, bien sûr, il faut de la stabilité gouvernementale. À quel prix la stabilité gouvernementale? Évidemment qu'on est soucieux de la stabilité gouvernementale. Évidemment qu'on est conscient que l'instabilité pèse, c'est mesuré assez précisément, sur la croissance. Mais nom d'un chien, c'est bien cher payé. Et comme il va falloir compenser les effets de cette capitulation, en quelque sorte, temporaire, on nous dit temporaire, sur les retraites, on nous dit temporaire parce que supposément, à l'occasion de l'élection présidentielle, on va revenir à ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire au report de l'âge légal de départ en retraite. Je souhaite bon courage au candidat à la présidentielle, qui sera donc suicidaire, qui essaiera de se faire élire, ne serait-ce qu'en rétablissant cette réforme qu'on vient de détricoter. On marche sur la tête, et j'insiste beaucoup, on fait exactement l'inverse de ce que font tous les autres pays. Tous nos pays voisins sont à 67 ans. Et vous le savez, certains envisagent de porter l'âge légal de départ en retraite à 70 ans. Bien, donc il y a une espèce de déni, de politique de l'autruche dans notre pays. Et comme il va falloir compenser financièrement le manque à gagner, en quelque sorte, de l'arrêt de ces réformes et Borne et Touraine, ça va encore alourdir les prélèvements obligatoires. Il va falloir compenser ça. Les chiffres qui ont été donnés de bonne foi par le Premier ministre, moi le Premier ministre, je l'ai vu en tête-à-tête pendant 6 heures la semaine dernière. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Enfin, les chiffres qu'il a donnés pour dire, voilà, ça coûtera 500 millions l'année prochaine et 1,5 milliard l'année suivante, ce sont des chiffres partiels. Ça va coûter beaucoup plus cher, et c'est donc autant d'argent qu'il va falloir aller chercher. Alors aller chercher où, à votre avis? Sauf s'ils ont trouvé la pierre philosophale, mais enfin, il y a des millénaires qu'on cherche la pierre philosophale. Ça serait une divine surprise, si j'ose dire, qu'on la trouve ces jours-ci. Eh bien, immanquablement, on va aller chercher ça dans notre poche. Voilà, c'est un scoop, ça vous avait échappé. Or, dans le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a déjà des mesures qui elles-mêmes vont totalement à contresens de la compétitivité, de l'investissement, de l'innovation, et aussi curieux que ça puisse paraître, de l'emploi. Je ne sais pas si vous avez relevé ça, faites le verbatim, comme on dit, des déclarations de tous les politiques, de droite comme de gauche, sur le mois écoulé. Je vous mets au défi de retrouver le mot emploi. On ne trouve même plus le mot emploi. On marche sur la tête. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si le MEDEF n'y prend pas garde, si vous tous, vous n'y prenez pas garde? Ils vont revenir encore sur les allègements de charges, 1,5 milliard. Ils vont taxer à hauteur de plus d'1 milliard nos complémentaires santé, parce que supposément c'est géré par des assureurs et nos propres groupements de protection sociale, donc ce serait indolore. Enfin, on le sait tous, séance tenante, ces complémentaires santé nous refacturent l'augmentation, enfin les taxes qui leur sont appliquées. Reconduction de la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Enfin voilà, je ne vais pas égrener tout ça parce que je ne veux pas totalement vous déprimer. Nous, on n'est pas des commentateurs. Il faut qu'on soit très affûté, il faut qu'on soit sur la balle, il faut qu'on se tienne au courant de ce qui se trame et qui, j'insiste, n'intègre pas encore les milliards d'euros. Nous, notre chiffrage, c'est que la suspension de ces deux réformes de retraite, ça va coûter non pas 1,5 milliard, mais 5 milliards d'euros en 2027. Et de l'ordre d'1,5 milliard dès 2026. Donc, on nous demande tout et le contraire de tout. On nous demande, nous, entrepreneurs, d'être offensifs, d'investir, de nous projeter à l'international. Et dans le même temps, on vient encore, alors que nous sommes les entreprises les plus taxées au monde, malgré des avancées remarquables qui ont pu être faites il y a maintenant 5 ans, ça commence à dater. Alors on va essayer de nous consoler avec la reprise de la
trajectoire de baisse de la CVAE, formidable. Je rappelle que ce truc-là avait été voté. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ça a été voté. Il devait y avoir une nouvelle tranche d'1,2 milliard de baisse de la CVAE en 2025. Comme ça avait été voté, ça devait se mettre en place. Et donc, je ne sais plus quel gouvernement, tellement il passe vite, a instauré une taxe additionnelle sur la CVAE pour 2025 qui vient à l'euro près compenser la baisse d'1,2 milliard qu'on devait avoir. Enfin, voilà, tout ça est formidable. On en apprend tous les jours. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est au risque de passer pour des empêcheurs de tourner en rond. On est sur la balle. Moi, je martèle, j'ai fait encore à midi auprès de M. Farandou, je martèle qu'il faut quand même qu'il y a un impératif de cohérence et un principe de réalité. Et que le monde virtuel dans lequel s'enferment nos gouvernants, nos parlementaires, un certain nombre d'entre eux, est un monde dangereux. Et que si on n'y prend pas garde, et si nous, entrepreneurs, nous ne faisons pas entendre notre voix, eh bien, on peut être un peu réservé, je vais rester prudent, réservé sur l'évolution de la croissance, l'évolution de la compétitivité, l'évolution du marché de l'emploi dans l'année qui vient, et peut-être au-delà. Il y a des pays concurrents qui accélèrent, nous, on décélère. Il y a quand même un bug quelque part. Voilà, donc il faut être très offensif là-dessus, dire les choses, et de la même manière qu'au moment du fameux conclave, on a fait porter le chapeau au MEDEF en disant tout ça c'est de votre faute. Évidemment, on nous demandait d'avaler des couleuvres, notamment sur la pénibilité. À un moment donné, moi j'ai considéré qu'il fallait dire on arrête. Alors voilà, c'est pas populaire, c'est pas glorieux. Il y a toujours des esprits malins. Vous savez, les gens qui ne prennent jamais la moindre responsabilité, qui ont un avis sur tout, qui disent « Ah là là, si le MEDEF n'était pas là, ça serait la concorde civile ». Alors j'embraye sur des sujets plus positifs, parce qu'il faut qu'on les ait en tête, et il faut qu'on capitalise dessus. Quels sont les sujets plus positifs? On a tous, donc moi y compris, une tendance à l'autoflagellation. On se dit « les gens ne nous aiment pas ». On doit raser les murs. C'est un peu confortable, si vous me permettez cette provocation, parce que ça peut conduire à ce que les uns ou les autres, on se dise, bon, on ferme notre gueule, de toute façon, on ne sera pas entendu, et les gens ne nous aiment pas. Rien du tout. Les sondages se suivent, et j'allais dire s'amplifient. Les derniers sondages, 82% de nos concitoyens ont une bonne opinion de l'entreprise. 82%. 82% de nos concitoyens font confiance dans l'entreprise. Alors, ce n'est probablement pas l'effet du hasard. C'est que sans prétendre à la perfection, sans se poser en modèle, les uns et les autres comprennent qu'en matière d'inclusion, en matière de respect, en matière de dialogue social, en matière d'appréhension du temps long, en tout cas par comparaison avec d'autres décideurs, nous sommes au rendez-vous. Le comportement que nos entreprises ont eu pendant la crise sanitaire a joué là-dedans. Donc 82% de nos concitoyens nous font confiance. Je pense que ça nous rend d'autant plus légitimes pour nous exprimer. Alors il y a un chiffre magique qui est 82%. Je m'explique. Il y a un sondage qui est tombé dimanche. Il y a 82% des salariés, vous êtes bien assis, 82% des salariés qui considèrent qu'il ne faut pas augmenter les prélèvements obligatoires sur les entreprises. Et dans ces 82%, il y en a, alors, vous pouvez vraiment tomber à la renverse, 19% des salariés, je ne parle pas des dirigeants, je ne parle pas de nous, 19% qui considèrent qu'il faut baisser les prélèvements obligatoires sur les entreprises. Ben, je trouve ça très rassurant. Ça veut dire que derrière l'écran de fumée qui existe, qui est toxique, c'est la fumée toxique de ces débats nationaux, il y a un robuste bon sens chez nos concitoyens. À un moment donné, si ce robuste bon sens peut être mieux pris en compte, ça serait pas mal. Et je finis, parce que là, on n'est plus à 82, mais on est à 84% des chefs d'entreprise, en tout cas ceux qui ont été sondés. Et ce n'est pas un sondage MEDEF, hein, on n'a pas bourré les urnes comme ça a été fait pour mon élection, Jean-Luc. On a été bon. Hein. C'était modestement 75%. Work in progress. 84% des chefs d'entreprise qui considèrent, probablement en appui sur tout ce que je viens de vous dire, qu'il faut que nous nous fassions entendre plus et que
l'idée que j'avais lancée et que j'ai suspendue compte tenu du chaos politique, c'est-à-dire qu'on a un grand meeting patronal œcuménique, les petits, les grands, les très grands, les moyens, peu importe, les Parisiens, les provinciaux, les ultramarins, qu'on tienne un grand meeting républicain, respectueux. Comme je l'ai dit, Jean-Luc en est témoin, on ne va quand même pas aller dans la rue pour casser nos propres vitrines, nous. On n'en est pas tout à fait là, hein, on en est même loin. Hein. Tout ça chemine encore dans ma tête. Et si véritablement le débat politique et le débat parlementaire s'égare, comme malheureusement il est parti pour s'égarer, j'insiste républicainement, mais fortement, on le fera savoir. Nous pouvons être fiers de ce que nous sommes. Nous pouvons être fiers de ce que nous sommes. Nous avons un rôle essentiel dans la bonne marche du pays, dans la cohésion sociale du pays. Ça peut en choquer certains d'entre vous, mais moi, je n'ai jamais autant parlé à mes homologues syndicaux. Jamais. Jamais. Et je peux vous affirmer que beaucoup plus qu'un certain nombre de décideurs politiques, ils sont parfaitement conscients de la fragilité du pays, sa fragilité sociétale, sociale, économique. Alors, je suis très prudent quand je dis ça, mais on a actuellement dans les entreprises privées le taux de conflictualité, le nombre de conflits sociaux le plus faible depuis 40 ans. Alors ça, il suffit que je dise pour que demain matin, il y ait des grèves partout, y compris chez moi, enfin bon, catastrophe. Mais enfin, c'est un état de fait, donc autant le souligner. Donc on a des concitoyens qui ne sont pas dupes. Évidemment, tant qu'on leur propose des indemnités de chômage, des indemnités maladie, des ceci, des cela, des gens opportunistes, parfois abusifs, en profitent. 57% de nos concitoyens perçoivent plus de prestations qu'ils ne contribuent. Donc je le dis avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas de la corruption active, mais il y a une forme de corruption passive. Tout le monde est conscient que les régimes sociaux vont se casser la gueule. Il y a autant de nos concitoyens qui savent que nos régimes sociaux vont dans le mur que de nos concitoyens qui veulent qu'on revienne sur la réforme des retraites. À un moment, là aussi, il faudrait peut-être qu'il y ait un principe de cohérence. Nos concitoyens ne sont pas dupes. Donc voilà, la voie de la raison, on ne détient pas la vérité révélée. J'ai parlé de la pierre philosophale tout à l'heure, on ne détient pas la vérité révélée, mais on détient une bonne part de la vérité et on a un sens du temps long, on a une compréhension de ce qui se passe à l'international, on sait ce que c'est que la concurrence parce qu'on la vit dans notre chair, qui normalement doivent être mieux pris en considération. Donc ça, c'est un point positif. Il faut qu'on se saisisse de cet état de fait. Et là où je voudrais terminer, j'ai parlé à l'instant de cohésion sociale. Je pense que et d'image, de bonne image de l'entreprise, pas 100%, 82%. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui rêveraient d'avoir 82% de bonnes opinions. Hein. Bon, no comment. On a un rôle essentiel en matière de transition environnementale. On a un rôle essentiel en matière d'inclusion. On a un rôle essentiel en matière d'accompagnement de nos salariés, de respect de nos salariés. Je pense que nous les respectons et j'ai la prétention de dire qu'en retour, dans la plupart des cas, ils nous respectent. Mais il y a un angle mort terrible dans les politiques du pays. Moi, j'affirme que le sujet des seniors, il n'est pas réglé. Il ne sera pas réglé avant demain matin, ou après-demain d'ailleurs, avec le détricotage de ces réformes des retraites. Mais quand même, il est en bonne voie. Le taux d'emploi des seniors est en train d'augmenter significativement sur la catégorie 55-60 ans. On est maintenant au-dessus de la moyenne européenne. On était très en deçà, il y a quelques années encore, sur le segment où les générations, on est les plus défaillants, les 60-64 ans. Le taux d'emploi est en train d'augmenter significativement. À part qu'on va donc suspendre ces réformes. Il y a un effet mécanique de ces réformes. Mais là où il y a un angle mort terrible, c'est sur les jeunes. Et je finis, promis, là-dessus. Pas plus tard qu'hier à Marseille, j'ai lancé un grand appel pour la jeunesse. Voilà, il faut faire de la communication, mais ça va très au-delà de la communication. En tout cas, moi, c'est ma conviction profonde. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont engagés sur cette cause-là. D'abord parce qu'ils sont parents, voire grands-parents, mais ensuite parce qu'on a les uns et les autres, essentiellement, un sens aigu de nos responsabilités. Quelle est la situation sur les jeunes ? On a un taux de chômage des jeunes qui a augmenté sur les 4 derniers mois de 17 à 19%. 19%. On a encore à ce jour 1 400 000 NEETs, encore un anglicisme, c'est-à-dire ces jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi. Et on est comme une poule devant un couteau. Alors non, j'exagère, parce qu'y compris dans nos rangs patronaux, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Moi, je suis très admiratif de toutes ces associations qui d'ailleurs adressent des publics très différents, mais qui prennent en compte donc, les difficultés qu'ont ces jeunes. Que les jeunes n'arrivent plus à se loger, y compris des jeunes de milieux non pas aisés, mais enfin plutôt nantis, hein, c'est un scandale.
qu'on égare dans des formations dont on sait qu'elles n'assurent aucun débouché professionnel des dizaines de milliers de jeunes chaque année, qu'on ait simplement pris conscience il y a 2 ans que les lycées professionnels, dont certains sont formidables, mais pour d'autres, disons les choses, sont des ghettos, qu'on ait simplement il y a 2 ans pris conscience que les 650 000 jeunes qui sont dans ces lycées professionnels ont un taux d'accès à l'emploi absolument dérisoire, tout ça est un scandale. Alors il ne s'agit pas de gueuler, je gueule suffisamment, il ne s'agit pas de commenter, je commente suffisamment, il ne s'agit pas seulement de déplorer, je déplore suffisamment, il faut se retrousser les manches. Et donc, parce que c'est une grande cause sur le plan humain, pour commencer, mais également sur le plan social, sur le plan sociétal, parce que là aussi, ne racontons pas d'histoire, je me garde d'en faire une généralité, mais ça peut expliquer cette déshérence d'une partie de la jeunesse. Ça peut expliquer certains comportements déviants, si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'ils s'occupent, ces jeunes, à un moment donné, puis ils doivent gagner leur croûte. Donc ils gagnent leur croûte avec des procédés qui sont parfois répréhensibles. Mais c'est aussi un enjeu économique considérable, parce que la conjoncture, est-ce qu'elle est, le climat politique, est-ce qu'il est... Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la démographie va rendre chaque jour un peu plus difficile le recrutement de collaborateurs. Et donc, on est sous le nez, si j'ose dire, ces 20% de jeunes en déshérence, ça nous impose d'une certaine manière, sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan sociétal, mais aussi sur le plan économique, parce que c'est notre intérêt bien compris, de nous mobiliser plus encore. Je finis sur juste 2 considérations s'agissant des jeunes, un truc qui m'effraie totalement. Il y a 57%, là je parle des jeunes qui s'en sortent, hein, voire très bien, il y a 57% de nos jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, école d'ingénieurs, école de commerce, qui disent vouloir partir à l'étranger avant 3 ans. Quand vous regardez le palmarès des stars de l'intelligence artificielle au niveau mondial, vous avez 30% de Français. 30% de Français. Il y en a combien qui restent en France? La fuite des cerveaux, de mon point de vue, c'est beaucoup plus grave que la fuite des capitaux. Parce que si ces jeunes allaient s'aguerrir, se former, s'aguerrir à l'étranger, et revenaient ensuite, on en profiterait. Ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent plus. C'est de notre intérêt, c'est de notre responsabilité, autant que possible, au moins de les faire revenir, et si possible, de ne pas les convaincre qu'ils doivent partir. Et pourquoi ils partent? Parce qu'ils gagnent plus d'argent. C'est un fait, notamment aux États-Unis, mais c'est vrai en Chine. Maintenant, les ingénieurs très qualifiés en Chine gagnent beaucoup plus d'argent qu'en France. Mais ils partent aussi parce qu'ils ont un sentiment de liberté. Ils ont le sentiment qu'ils vont pouvoir s'épanouir professionnellement dans d'autres pays. C'est quand même terrible, dans le plus beau pays du monde qu'est la France, de tolérer, de se résigner à cette situation. Donc on ne peut pas laisser faire ça. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, il y a tous ces jeunes dans les quartiers notamment, dont on doit s'occuper plus encore. Je cite une association à laquelle le MEDEF est étroitement associé, les déterminés. Il y en a plein d'autres, mais on n'est pas à l'échelle. Donc moi, je vous invite, parce que ça coche toutes les cases, si vous me permettez, je vous invite à vous engager plus encore sur la thèse, la cause des jeunes. La cause des jeunes, c'est comme la cause de l'entreprise, ça doit devenir des grandes causes nationales. Et particulièrement pour qu'on fasse venir, qu'on oriente, qu'on forme beaucoup plus de jeunes filles et de jeunes femmes dans les disciplines techniques et scientifiques. Nous n'avons plus dans nos écoles d'ingénieurs que 23% de femmes. 23% de femmes. Moi, je suis tombé à la renverse quand j'ai découvert ça l'année dernière. Je me suis beaucoup occupé, enfin, je pense avoir un peu contribué, en tout cas, au rapprochement entre le Maroc et la France, parce que la diplomatie économique, ça pèse lourd. Au Maroc, pour ceux qui l'ignoreraient, dans les écoles d'ingénieurs, il y a 49% de femmes. Au Maroc, vous voyez ce que je veux dire? On a tous des stéréotypes. Maroc, pays musulman, 49% de femmes. Et sortons-nous de la tête que ce sont de sous-écoles d'ingénieurs. La 3e prépa qui place le plus de candidats à Polytechnique, c'est l'ex-lycée Lyotais de Casablanca. Donc voilà, tout ça, ça pourrait nous angoisser. Ça ne m'angoisse pas, je trouve ça très stimulant. Engagez-vous sur la jeunesse et très accessoirement, ça sera un bénéfice d'image pour nos entreprises, même si elles sont déjà reconnues et j'allais dire populaires. Merci. Merci beaucoup, Patrick Martin. Je vais vous poser une question, puisque je pose une question à tous nos invités, et je vais rebondir facilement, puisque je m'adressais cette fois-ci. L'exercice était différent avec notre directrice, absolument. Quand je lui ai posé la question à savoir ce qu'elle dirait à la jeune petite qu'elle était à l'époque, je vais vous poser cette question. Que diriez-vous aujourd'hui
à l'étudiant Patrick Martin? Parce que je n'ai pas été une jeune petite. Alors Je écoutez, dis, cher où Patrick, nous sommes, veut-il aller nous sommes rassurés. Pardon, je ne sais pas le Absolument. bout de mon propos en plus. Alors, Non, on a lancé un truc, une plateforme qui s'appelle Code F, précisément, pour rapprocher des jeunes femmes, des jeunes filles. Alors, je ne m'adresse pas au bon, petit Patrick, qui ouais, a 6 ans. petit Je vais Patrick. m'adresser au Patrick qui a 18 ans, qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui est étudiant. Voilà. Aujourd'hui, quel conseil, ou tout simplement, quel message vous lui diriez? Pas aux jeunes, à vous-même. C'est compliqué, mais vous avez tout compris. Non, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche, je le sais. Je suis plein de reconnaissance pour ceux qui ont installé cette cuillère d'argent dans la bouche. Donc, je ne suis pas un cas moyen, si je puis dire. Mais aujourd'hui, en 2025. Non, ben moi, je dirais à ces Au jeunes, Patrick. je me dirais à moi-même, ne te laisse pas enfumer par cette espèce de pessimisme ambiant, capitulaire, anxiogène et fratricide. Je me dirais à moi-même, suis ta voix. Merci pour la réponse. C'est parfait, c'est carré, c'est cadré.